Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour Maxime Sayer. Est-ce que tu es ici pour une raison particulière? Ben oui. Tout savoir en 24 tout savoir minutes. en 24 minutes. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Franchement, c'est comme si j'avais été prévenu. Ben oui, écoute. Incroyable. Je commence avec une nouvelle de dernière heure. François Legault aurait qualifié Trump de républicain un peu spécial. Un peu spécial. Ouais. Les couteaux volent bas. Écoute, hein. Ça a été fait dans une annonce, en marge d'une annonce aujourd'hui, une annonce dont je vais te parler plus tard, donc je ne veux pas sortir toutes mes punchs. Mais à la question là, où on lui demandait si le retour de Donald Trump pourrait ralentir les projets majeurs d'électrification au Québec, il aurait dit que, historiquement, sans vouloir se mêler de la politique américaine, a-t-il précisé, que historiquement, les démocrates étaient plus protectionnistes que les républicains, mais avec Donald Trump, c'était un républicain un peu spécial. Et bravo. Donc, peut-on s'attendre à une déclaration de guerre? Ça va être à suivre dans les prochains jours. Là, parce que M. Trump a d'autres chats à fouetter que François Legault, mais quand même, écoute, faut y aller avec parcimonie là, dans ces grands énoncés qui franchement ne servent à personne. Je sais pas s'il espère se faire du capital de sympathie, M. Legault. Je pense pas que ça va traverser la frontière. Mais moi, je serais plutôt discret si j'étais lui. La dernière chose qu'on veut, c'est antagoniser le président des États-Unis. Puis si éventuellement ils finissent par se croiser, que dans le briefing de Donald Trump, il y ait comme toutes les citations un peu abracadabrantes, vaut mieux se garder une petite gêne parfois. Actualité. Tu sais que dans les derniers mois, on a beaucoup spéculé sur le possible retour de Céline Dion. Et il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi elle serait peut-être à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et bien là, qu'est-ce qu'on n'apprend pas aujourd'hui? Céline Dion, elle est à Paris. Peut-être qu'elle va juste fouler les Champs-Élysées écoute, aller magasiner au Nike Store, non? Selon RTL, on apprend qu'elle aura un rendez-vous aujourd'hui avec la maison de couture Dior pour un essayage de costume. Eh, disons que ça l'ajoute de l'eau au moulin. Peut-être qu'elle se prépare pour l'Halloween. Ah, peut-être aussi. C'est vrai que les stars, eux autres, ils font ça d'avance. Je peux-tu faire une parenthèse? Oui, vas-y. On est le mi-juillet, là, mettons. Là. C'est le bon temps d'acheter son costume d'Halloween. Je vous le dis. Oui, avant que les prix augmentent. Ben évidemment. C'est maintenant le bon temps, parce que dans 2 mois, les prix vont être plus chers, il va y avoir des pénuries. J'ai eu ce flash-là. Il y a quelques jours, j'ai commencé à magasiner les costumes d'Halloween. J'ai comme une espèce... déjà commencé, toi, J'ai comme une espèce d'ambition dans la vie, Maximile, de toujours être le gars qui est contre-cyclique. Genre, je devrais être en train d'acheter des bottes de snowboard en ce moment. Mais c'est ça le truc. Ouais. Puis genre, ma tente de camping le 12 décembre. Puis comme, toujours être... Mais on fait jamais ça. Ouais. Pourquoi? Parce que comme, oh shit, je pars en vacances. Genre, où sont les serviettes de plage? Où est mon maillot de bain? Puis là, tu sais, qu'est-ce que tu penses? Tout le monde a ce réflexe-là. Fait que je vous le dis, prenez-le, chers amis, qui êtes à l'écoute, achetez votre truc d'Halloween maintenant. Vous êtes juste à la fin de la période d'opportunité. En quoi tu te déguises, Halloween? Est-ce que tu peux le révéler? Je sais que j'hésite, justement. C'est ça le problème. J'ai un petit garçon de 2 ans, fait qu'il y a un petit rapport de comme je vais me déguiser pour lui, essentiellement. Je pensais me déguiser en Minion, mais comme... Ah, OK. En Minion. Mais puis lui aussi va être un Minion. Ou c'est Grou, lui? Ouais, on verra. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Céline Dion, c'est ça. Céline Dion, elle est chez Dior à Paris et donc elle va chanter pour les Jeux olympiques. C'est ça. Puis ça semble peut-être confirmer les rumeurs. On dit aussi, là, spéculation toujours, qu'elle chanterait peut-être Les Malamours d'Édith Piaf. Mais qui dit ça? Le journal Le Parisien. OK, mais quelles sont leurs sources à ces gens-là? Ils font juste spéculer pour spéculer. Là. Moi, je te propose qu'on n'embarque pas dans ce délire, qu'on s'en tienne juste aux faits, Maxime Sayer. Je vais t'en emmener d'autres faits, parce que Lady Gaga, elle aussi, a été aperçue. Et sais-tu qui d'autre? Snoop Dogg. Un trio, man. Imagine les trois Céline ensemble qui rappe avec Snoop Dogg qui fait du a cappella. Ça serait légendaire. I had a dream. Pour Merci les honneurs. de nous renseigner comme ça, Maxime. Ça fait plaisir. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'est la fin pour Pierre-Yves McSween au 98.5. Donc, c'est Cogeco Média là, qui a annoncé ça aujourd'hui par communiqué qu'elle mettait fin à son entente là, avec Pierre-Yves McSween, qui était le chroniqueur économique de la station depuis 2015. Pierre-Yves McSween a lui aussi là, partagé le communiqué sur Facebook et il a ajouté là, quelques commentaires là, dans lesquels il dit là, qu'il va se concentrer sur d'autres projets.
en gardant ouvert le canal de communication qu'il a eu la chance de développer avec le public. Il faut dire que la chose avait été un petit peu ébruitée là, dans les derniers jours, dans la chronique de Mario Girard dans la presse, dans laquelle là, il disait que le rôle de co-animateur de Pierre-Yves McSween, qui devait avoir lieu au final à l'émission Le Québec maintenant, posait problème, là, parce que son rôle était un peu difficile à définir, puis il y avait beaucoup là, de questions par rapport à ça. C'était à savoir, si je comprends bien ce qui était dans l'article. L'importance du rôle. Ouais, c'est-tu co-animateur ou c'est animateur secondaire? C'est ça, là, essentiellement. Puis je pense que, j'oublie qui est l'autre. Philippe Quentin voulait être le seul animateur. Puis je pense que McSween, potentiellement, voulait être plus à parité. Puis, moi, personnellement, je trouve ça très dommage, là, cette histoire-là. Après, dommage en même temps. Il a 44 ans. On met ma main au feu qu'il va se retrouver 42 autres micros là, dans les 20 prochaines années. Mais je trouve ça dommage parce que pour moi, comme je l'ai dit en introduction de l'émission aujourd'hui, McSween, ça a été un des premiers là, à prendre la parole, qui n'était pas un espèce d'économiste plate, avec des faits drôles, avec des exemples du quotidien, vraiment très finance personnelle et tout. Vraiment. Puis je dis ça, il y en a plein qui font ça, mais au niveau de Pierre-Yves McSween, avec une visibilité de cette ampleur-là, il n'y en a pas eu beaucoup, on va dire ça, dans l'histoire. Donc je trouve ça dommage qu'ils perdent cette tribune-là importante, mais comme je le disais, donne-y 6 mois, 1 an, c'est sûr qu'il va faire autre chose. Il a son balado actuellement qui marche bien, puis encore une fois, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il me remplace peut-être ou d'autres. Là, je vais essayer de signer mon contrat tantôt. Oui, le tout savoir avec lui va plus être pareil. Non, c'est sûr que non. Tout savoir en 24 minutes. Québec injecte 413 millions dans les Airbus A220 à Mirabel. Ouais. C'était l'annonce en question dont je te parlais plus tôt. Mystérieuse. Voilà. Le punch est dévoilé. Donc, c'est ça, le gouvernement Legault là, va réinvestir 300 millions là, dans le programme A220 d'Airbus. Et le Québec là, a espoir que les Québécois vont pouvoir bénéficier des éventuelles retombées là, de ça dans les actions au cours des prochaines années, que ça va faire augmenter les actions. Ah ouais. Et ça garantit également là, que les employés d'Airbus qui travaillent sur l'avion A220 vont rester au Québec. Yes, sir. Encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois dans les dernières heures. C'est une décision qui était un peu forcée. Là. Le gouvernement du Québec n'avait pas vraiment le choix de maintenir sa participation dans le programme. Airbus réinjecte 900 millions US. Donc, le Québec, pour maintenir sa participation, devait mettre 300 millions. C'est des logiques d'investissement très traditionnelles dans des programmes comme ceux-là qui ont besoin d'injection de nouveau capital. Et ça permet de repousser de 5 ans la période à travers laquelle là, on va espérer regagner, évidemment, ce qui a été investi dans le programme. Donc, moi, plutôt bonne nouvelle. En fait, une décision sage, on va dire, que de tout perdre. Là, ça aurait été un peu... Ça augmente l'investissement total du Québec à 2 milliards. Oui, mais tu sais, des avions, même, là, il va s'en vendre 2-3 dans les prochains 50 ans. Là, fait que je pense qu'on va avoir amplement l'occasion de récupérer cette mise-là et même avec des intérêts. Tout savoir en 24 minutes. Je me permets une petite parenthèse. Il y a une auditrice qui nous a écrit live, Maxime Sayer. Apparemment, Snoop serait commentateur olympique à Paris. Okay. Je ne sais pas si c'est des allégations ou si c'est vrai. Là. Peut-être qu'en Est-ce que c'est le Parisien qui a dit ça, le journal? Non, en l'occurrence, c'est ma fiancée qui nous a écrit pour m'informer de ça. Elle suit très attentivement l'actualité qui concerne Snoop Dogg, donc j'ai tendance à le faire. Mais peut-être qu'elle me troll aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va demander de dire ses sources. Elle commenterait les compétitions équestres, selon ma source. Snoop Dogg? Je sais pas si elle me niaise. Puis là, en régie, on nous chuchote qu'il va aussi porter la flamme, peut-être pour s'allumer un bat. Là, tout est possible rendu là. La fiction et la réalité s'entremêlent. Mais peut-être la flamme, ça va peut-être être un gros bat, dans le fond. En tout cas, je me suis permis cette petite parenthèse-là. Désolé de stouler ton... Merci de la précision. Prochaine nouvelle. Un nombre record de médecins quitte le système public québécois. Selon les chiffres, là, en ce moment, il y aurait 744 médecins de famille et spécialistes qui pratiqueraient hors du régime québécois. Et c'est une augmentation puisqu'en 2020, c'était 454.
Donc, on parle là, de 3,5% des médecins en ce moment qui seraient hors du public et ça aurait été 2,16% en 2020. Donc, c'est quand même une bonne augmentation. Et pour la docteure Isabelle Leblanc, là, qui est la présidente des médecins québécois pour le régime public, ben, elle a dit clairement qu'il y a péril en la demeure. Parce que pour elle, ça crée une sorte de cercle vicieux. Lorsque les médecins désertent le public, ben, ça fait en sorte que ils s'en vont au privé, là, évidemment, mais le système public devient moins efficace et moins il devient attrayant d'y travailler par conséquent. Ben écoute, c'est sûr que là, on est dans une grande période de reconfiguration de ce système. Je ne sais pas si les données qu'on a aujourd'hui, qui essentiellement sont des décisions qui ont été prises dans le passé, sont nécessairement garantes de ce qui s'en vient. Là. Je pense Santé Québec, les différentes ententes, là, on peut avoir de l'espoir, en tout cas j'en ai un petit peu quand même encore, que ça va aller dans la bonne direction, mais effectivement, là, les dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Je pense que ça a poussé beaucoup de médecins à choisir carrément de sortir de ce système qui était franchement un peu infernal pour eux. Puis ce que beaucoup disent aussi, c'est que c'est pas nécessairement une question d'argent, mais beaucoup plus de conditions. Oui, c'est ça. Parce qu'au privé, ils ont des horaires beaucoup plus stables, de 9h à 17h, disons. Il n'y a pas de garde aussi. Et donc, c'est beaucoup plus attrayant pour eux. C'est fermé les fins de semaine aussi, parfois. Donc, en s'en allant dans le privé, ça fait juste rendre le public plus compliqué. Oui, puis de même pour les infirmières et d'autres professionnels qui, notamment, ont choisi, par exemple, de faire une vie avec des agences plutôt que d'être permanentes. Ça leur évite du temps supplémentaire obligatoire. Ça leur permet de choisir les quarts de travail sur lesquels ils veulent travailler. Il y a comme vraiment il y a un grand manque de flexibilité puis d'humanisme dans le système de la santé. Fait que c'est normal, comme tu le dis, pas tant pour des raisons financières que pour des raisons carrément juste d'équilibre puis de santé mentale que plusieurs professionnels du milieu choisissent des alternatives, que ce soit la pratique privée, les agences, etc. Puis il y en a qui sont sollicités là, par des compagnies privées dès leur sortie de l'école, là, des médecins. Là. C'est normal. Tout savoir en 24 minutes. On parle maintenant là, de profilage racial. Le chef du SPVM, là, Fadi Daguerre, a annoncé qu'il va faire des nouvelles politiques en cette matière là, d'ici l'automne parce qu'il y avait des études indépendantes qui ont été menées qui montrent que le profilage racial serait en augmentation là, à Montréal dans les dernières années. Pour la représentante là, de la Ligue des droits et libertés, Linda Kellil, pour elle, c'est de la poudre aux yeux. Ça, cette annonce-là, c'est un écran de fumée. Ce qu'elle dit au bout du compte, là, c'est que ça ne va rien changer et que le profilage racial va continuer d'avoir Qu'est-ce qu'elle propose, mettons? Question piège. Non, mais tu sais... On brainstorm maintenant, là, on va complètement arrêter les personnes de couleur, genre comme. Ce que je voudrais, c'est arrêter le profilage racial. Mais ça veut rien dire, là, je vais arrêter d'arrêter le monde qui font de la vitesse, ou je veux dire. On a reçu aujourd'hui à l'émission de Rémi Villemur, Stéphane Wall, qui est un ancien là, superviseur de la SPVM, et lui, son point étant que c'est un peu contre-productif d'aller en ce sens-là, parce que ça peut limiter la capacité d'action des policiers. Évidemment. C'est ça. Je te laisse écouter. Oui, j'ai un extrait, je te laisse l'écouter. Et moi, ça fait 4 ans que je suis dans les médias pour expliquer que Montréal ne doit pas devenir un second Toronto. Et toute cette façon-là de toujours s'acharner sur les policiers, ça mine le moral des policiers. Puis on est en train de créer une problématique sociale de plus en s'en prenant aux policiers. Et peut-être un dernier point au niveau de la surreprésentation que je trouve important de mentionner. Donc, c'est ça, au final, là, on dit, ça met le blâme sur les policiers, sauf que c'est pas tout le temps ça, la question des choses. Ça réduit leur champ d'action. Oui, écoute, moi, comme je te dis, je trouve ça... encore une fois, on peut pas être contre la vertu. Si profilage racial il y a sûrement de la sensibilisation à faire, puis des données à publier, puis intervenir auprès de certains policiers. Ça doit être peut-être l'apanage de plus... une forme de racisme là-dedans, là, on va se le dire, mais je veux dire, il faut intervenir, réduire, mais je veux dire, si une personne de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle orientation de genre commet un crime puis qu'il est vu par le policier puis qu'il a pas essayé d'essayer d'intervenir, je vois mal que... Je comprends pas c'est quoi l'alternative, là, qu'on dise free pass à toutes les personnes noires ou à toutes les personnes asiatiques. Ou c'est d'ailleurs, absurde, là, dans l'entrevue, c'est ça. On a entendu la petite comparaison à Toronto. Oui, je comprends pas à quoi ça réfère. C'est ça. En fait, c'est parce qu'à Toronto, ils ont eu le même problème puis ont décidé carrément d'arrêter toutes interpellations. Là. Et donc,
Donc, ça faisait en sorte... ben oui, mais c'est ça, on est carrément allé à l'autre extrême, mais c'est que parfois, ils appelaient le SPVM pour avoir des données sur des criminels parce qu'eux ne pouvaient pas les avoir parce qu'ils ne pouvaient pas les interpeller. C'est ce que je dis, là n'est pas la solution. Je me permettre un petit peu d'éditorial, là, puis je suis un homme blanc privilégié, là, mais je veux dire, ça à un moment donné, je veux dire, quelle que soit la couleur. C'est comme cette histoire là, du rapport là, du ministère de la Justice qui voulait créer un système de justice parallèle pour les personnes noires avec des juges noirs pour ça. Comme... Voyons les gens, là, comme il y a quand même un régime légal, il est imparfait, il peut contenir des éléments de racisme. Je veux dire, c'est pas en déconstruisant tout qu'on arrive à nos fins. Là, je veux dire, c'est complètement absurde. Actualité. On parle de pourboire maintenant. Ça fait beaucoup jaser parce que les gens deviennent de plus en plus fatigués du pourboire parce que il y en a dans plus en plus de commerces. On va vous demander de donner un pourboire. Très populaire là-dessus, Maximile, en début d'année dans le Journal de Montréal, qui avait été temporairement l'article le plus lu sur le site du journal. C'est dire que je pense que c'est un sujet qui... Je pense que tu l'avais encadré chez vous. Ah oui, c'est ça. Il est dessous de mon lit, en fait. Sur ta table de chevet, c'est ça. À la place de la photo Merci, de toute Maximile, de flatter mon ego. Et donc, c'est ça. Là, et aussi, l'autre élément qui cause la fatigue du pourboire, c'est que les choix proposés par le terminal sont plus élevés qu'avant. Alors qu'avant, je pense que c'était plus un 13% le plus bas, 15-18%. Maintenant, il y en a que ça commence à 18%. Avant, il n'y avait pas de recommandation. Avant, il y avait pourboire, puis tu mettais ton pourcentage. Puis là, il y a eu une génération de terminaux, le POS, le Point of Sale, qui s'est apparu, que là, il y avait une recommandation. Mais moi, j'ai travaillé en restauration il y a très longtemps, là, le début justement des terminaux, parce qu'avant, on passait la carte de crédit dans un schlick-schlick. Tu n'as peut-être pas connu ça, mais à un moment donné, il y a eu les terminaux numériques et la personne devait inscrire 15% ou un montant, mais c'était comme un genre d'arbre de décision dans lequel on proposait jamais un truc. Puis je me rappelle, moi, quand même, pour avoir travaillé donc, dans le milieu de la restauration, que, tu sais, on se le faisait dire, puis on disait, le 15%, il est sur le total avant taxe. C'est ça, là, je veux dire, c'est comme ça qu'il est calculé au Revenu Québec, c'est ça la norme, je veux dire. Puis dans les terminaux de points de vente aujourd'hui, quand tu as des recommandations de 18, 22, 42, là, c'est sur le total après taxe. Ce qui veut dire qu'en fait, ton pourboire, là, quand tu donnes 18%, c'est comme 21, 22%. Ça n'a comme pas de maudit bon sens. Là, fait que, oui, c'est ça. Puis parfois, on te demande d'un pourboire un peu de manière abusive. Là, le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est dans des cafés, là, parfois, où, mettons, tu vas là, puis tu demandes juste le muffin derrière la vitrine, il te le donne. Puis évidemment, écoute, je pourrais parler de ça des heures, mais tu sais, on penserait jamais donner du pourboire chez McDonald's, alors que c'est exactement le même acte que chez Tim Hortons, où on te demande du pourboire. Mais tu sais, entre nous, la prestation est identique. J'écoutais une petite vidéo drôle là, sur Internet en fin de semaine d'un gars qui va acheter comme un jeu vidéo, puis le conseiller, lui, tu sais, l'aide à choisir, je sais pas, là, que c'est pour PS5, puis là, il arrive au terminal, puis il faut donner un pourboire. Puis il est comme, là, je comprends pas. Tu m'as aidé 1 minute. Genre, c'est un produit complètement standardisé que j'ai pris moi-même sur la tablette. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, il y a aussi, là, l'article fait état aussi de beaucoup de sentiments qui sont nés, qui sont liés au pourboire, parce qu'on peut ressentir de la culpabilité si on n'en donne pas. Et avant d'en donner, il y a aussi une pression qu'on peut ressentir d'en donner. Tu sais, je reprends l'exemple là, dans le café, tout ça. Tu sais, moi, personnellement, quand le serveur fait juste me donner le muffin, tu sais, je me dis, ça mérite pas de pourboire, mais j'en donne quand même parce que je ressens une pression d'en donner. C'est ça. C'est la vie. Bref, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, Maximile Sayer? On va souffrir, on va l'abolir. Écoute, on en reparlera. On manque de temps, mais j'ai quelques idées là-dessus. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Ça ne serait pas fini avec la COVID-19. On serait en période de recrudescence en ce moment. Le taux de positivité à la COVID-19, donc lorsqu'on fait des tests, on regarde l'ensemble des tests, puis on regarde il y en a combien qui sont positifs là-dedans au Québec, ce serait de 16,3% pour le mois de juillet à date, et c'est une augmentation par rapport au mois de juin où c'était de 11%. Ce qui est intéressant aussi dans ce chiffre-là... Dans les gens qui meurent. Non, les gens qui testent positifs à la COVID-19. Mais genre, ça veut-tu dire qu'il y a 16% de la population qui a la COVID? Ça veut dire que dans l'ensemble des tests qui ont été faits, il y en a 16,3% qui ont été positifs. Donc ça, c'est en augmentation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu regardes les chiffres au moment les plus importants de la pandémie, par exemple la première vague, le taux de positivité des tests était de 13,9%.
Donc, en ce moment, il y a plus de tests qui sont positifs, proportionnellement, que durant la première vague, et même durant la deuxième vague, et même durant la troisième. Donc, c'est ce qui inquiète là, certains médecins, comme la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM, et qui rappelle là, qu'il y a 3 décès par jour liés à la COVID là, encore au Québec. Et le comité sur l'immunisation du Québec là, recommande la mise en place d'une vaste campagne de vaccination pour cet automne. Donc, écoute, est-ce qu'on va retourner en confinement bientôt? Poser la question, c'est y répondre. On s'est rendu vite, là, je trouve, Maxime. Je suis vacciné 5 ou 6 fois, là, fait que je vais comme pas dire... Mais tu sais, il y a 100 000 ou 80 quelques mille personnes par année qui meurent au Québec, là, tu sais, fait que, il y en a 3 par jour de tout ça, mais tu sais, puis bref... je suis pas microbiologiste, je suis pas médecin, mais s'il y a une chose que je connais, c'est comme un peu les chiffres puis les statistiques. C'est comme le taux de positivité dans les gens qui se font tester. Mais pourquoi ils se font tester? Parce qu'ils ont des symptômes, right? Fait que, là, il y avait des symptômes le mois dernier, ils ont des symptômes maintenant. Le mois dernier, c'était autre chose, la grippe, une gastro. Là, c'est la COVID. Je veux dire, il y avait beaucoup plus de tests qui se faisaient aussi durant la première vague. Je veux dire, tu sais, de comparer le pourcentage de positivité de comme les 3 gus qui toussent, de genre des millions de gens qui étaient malades. Tu sais, c'est pour moi, sans nous donner l'ensemble des énoncés, des chiffres qui constituent cette statistique-là, ça veut rien dire. 3 personnes qui meurent par jour, OK, mais genre, il y en a combien d'habitude? Tu sais, il y en a comme plusieurs centaines. Fait que bref. Puis je dis pas qu'il faut pas repartir en vaccination, mais juste comme cette information est incomplète. Fait que là, puis je sais pas que toi que j'accuse, mais tu sais, là, on nous choisit une couple de chiffres random pour dire que le monde y va mal, mais franchement, calmos. Là. Il y a plus de COVID, on le sait, mais il faudrait un portrait global de la situation, sinon on fait juste lancer des chiffres de même, puis de là à comme imposer des millions de dollars de coûts à l'État québécois qui vont-tu avoir un impact? Pour une campagne de vaccination, oui, c'est ça. Puis je veux dire, encore une fois, dans les 16% de positivité, combien ont plus de 75 ans? Combien, je veux dire, je serais très favorable à ce qu'on cible. Puis là, moi-même, je me suis fait vacciner l'année passée à l'automne pour la grippe et la COVID, juste parce pour pas trop être malade pendant la saison. Fait que, je suis très favorable à ce qu'on vaccine les gens, mais là, de faire peur à toute la population puis dire la COVID is back. Là, comme si, je pense même pas que ça marcherait. Puis d'arriver à genre le confinement, là, je pense que ça va être la guerre civile avant ça. Là, fait que, en tout cas, le confinement 2.0, je pense qu'il y a des petites nuances à apporter. Puis encore une fois, amenez-moi le portrait statistique complet, puis je vous dirai si ça a du sens. Mais dire des affaires comme taux de positivité sur les gens qui se font tester, pour moi, c'est un chiffre bateau complètement. Là. Tout savoir en 24 minutes. Et on s'en va maintenant dans une nouvelle cool. Merci, parce que Maxime. Un robot de la NASA a fait une époustouflante découverte sur Mars. Je t'explique qu'est-ce de l'eau. La vie. On a trouvé des Martiens sur Mars. Non. La découverte en question, en fait, je t'explique comment ça s'est passé. Il y a le robot Curiosity qui se promène sur Mars, qui envoie des images à la NASA depuis 2012 maintenant. Donc ça fait plus de 12 ans. Qui a longuement dépassé sa durée de vie espérée. D'ailleurs, ça devait marcher 2-3 ans. Là, puis, ça fait un bout que ça run là-bas. Ça continue. Là, puis, bref, complètement par hasard, l'engin a roulé sur des roches et a fracassé une roche. Et dans l'image de la roche fracassée, mais ça montre qu'il y avait du soufre à l'intérieur. Écoute, je pense que je vais tomber en bas de ma chaise. Du soufre sur Mars, qui l'a connu? Wow. Non, mais... Y a-tu des implications à ça, Maxime? C'est ça, comme toi puis moi, du soufre, OK, ça veut pas dire grand-chose. Les œufs, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais apparemment, c'est quelque chose d'assez époustouflant et impressionnant parce que du soufre comme ça se forme dans des conditions très, très précises et qui ne correspondraient pas à l'environnement dans lequel les roches et le soufre ont été trouvés. Donc, ça remet un petit peu en question là, comment se forme le soufre et aussi là, un peu tout ce qu'on sait sur Mars jusqu'à maintenant. Donc, il y avait de la vie sur Mars, c'est ça que tu nous dis, Maxime? On est dans des espèces de séquences là, comme confinement obligatoire. Là. Mais, je pense pas que j'irais jusque-là. Il y a de la vie en dehors de la Terre, on s'entend. Sur d'autres planètes. Mais non, on le sait. Là, je veux dire, statistiquement, c'est improbable qu'on soit les seuls dans l'humanité. Mais tu sais, il y a un chercheur, pas un chercheur, mais un philosophe, je pense, qui justement partait de cette affirmation-là, puis il disait « Well, if that's the case, where is everybody? » Ben, c'est la théorie, c'est quoi le livre de la série Netflix, là, des problèmes à 3/4, là, non?
Je sais pas, de Black Mirror? Non, il y a un livre d'un auteur chinois qui s'appelle Le problème à 3/4. Dans le fond, c'est 3 tomes. Il faut avoir envie de lire ça. Là. C'est genre 1000 quelques pages. Netflix a fait le premier livre sous une forme de série télévisée. C'est excellent. D'ailleurs, c'était un peu la sci-fi bizarroïde extraterrestre. Mais dans le 3e livre, sans vouloir vous dévoiler tous les secrets, on apprend la théorie de la forêt noire, là, de Dark Forest Theory. Et essentiellement, ce que ça dit, c'est que chaque fois qu'on découvre une autre civilisation dans l'espace, là, on peut craindre qu'ils viennent nous tuer, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il y a une forme de rivalité. Et donc, essentiellement, la raison pour laquelle on ne trouve jamais d'autres civilisations, c'est que chaque civilisation qu'on a découvert une autre a fini par l'anéantir, en fait. Et donc, vaut mieux être dans la forêt noire. Là, je pense que ça projette beaucoup ça de l'humain dans les autres. Non, mais c'est vrai, les humains sont comme ça, mais est-ce qu'une autre civilisation extraterrestre va nécessairement être comme ça? Je sais pas, c'est une bonne question. On a difficile à conceptualiser, évidemment, ce que serait la logique d'une nation d'outre-terre, mais évidemment. Bref, il y a du soufre sur Mars. Oui. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Merci, Max. Tout savoir en 24 minutes. Et je finis très, très rapidement avec 2 petites nouvelles internationales. Biden va s'adresser à la nation demain soir concernant... Je récuse cette appellation d'international. Oui, bien, international. Amène-moi les Céline États-Unis, Dion, c'était une nouvelle internationale. Oui, c'est vrai. Mais donc, Biden va s'adresser à la nation demain soir là, pour expliquer sa décision de ne pas se représenter là, aux élections présidentielles. Ça va mieux, la petite gorge, finalement? Oui, apparemment, ça va mieux. Là. Lui qui était d'ailleurs en confinement à cause de la COVID-19, qui est en recrudescence. Il y avait un taux de positivité, Biden, de 100%. Oui, non, en effet. Voilà. Et également, là, la directrice des services secrets qui était fortement critiquée dans les derniers jours en raison de la tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump, a annoncé sa démission aujourd'hui après là, son audition au Congrès hier dans laquelle elle disait que le 13 juillet, ça avait été un échec là, pour les services secrets. J'en parle décidément, c'est une obsession. J'écoutais Luc La Liberté ce matin à l'antenne d'Alexandre Morin-Nouvelle, puis j'ai échangé avec lui sur Facebook plutôt, mais bon, suite à sa démission, il a fait un petit statut là, sur les médias sociaux, puis tu sais, évidemment, sa performance d'hier était un peu médiocre. Là. J'ai écouté des segments seulement, mais elle n'a pas été à la hauteur de quelqu'un de ce job-là. Puis, j'ai toujours la même réflexion. Est-ce que ta job, quand tu es la directrice des services secrets, c'est de faire du tap dance devant le Congrès puis de parler en public, sous pression? Non. Mais en même temps, oui. Donc, ultimement, elle a dû démissionner aujourd'hui parce que sa performance d'hier était vraiment mauvaise. Donc, ça s'est comme ajouté à son bilan de la situation avec M. Elle n'a pas su le défendre. Elle n'a pas su le défendre. Puis, ça me rappelle la présidente de Harvard ou d'autres qui a priori, avaient des choses à se reprocher, mais qui auraient pu l'argumenter d'une certaine façon, mais qui ont fait une tellement mauvaise job une fois devant le Congrès que c'était comme évident qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la situation, du moins dans la manière de l'exprimer publiquement. Puis donc, écoute, bonne chance à elle, Mme Cheadle, c'est ça? Oui, Kimberly Cheadle. Kimberly Cheadle. Et là, ce serait intéressant de voir qui on nomme, parce qu'évidemment, M. Biden est comme en fin de règne. Il lui reste 6 mois environ là, à la présidence. Il va devoir donc nominer quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir plaire à son ou sa successeur? Ça va être intéressant de voir ça dans les prochains jours. En effet. Résumer l'actualité en 24 minutes. Maximile Sayer, c'est mission accomplie. Merci. Au plaisir.